BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et tous les mardis, vous le savez, on parle fiscalité à cette heure-là. En ce moment, le projet de loi de finances 2013 occupe la une. Il est en discussion entre l'Assemblée et le Sénat et il nous donne de nombreuses matières à commenter. On évoque plus spécifiquement ce matin la réforme de l'ISF qui est insérée dans ce projet de loi de finances. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes associé et gérant chez Vitam. Quels sont en quelques mots rapides, Benoît, les changements fiscaux majeurs qu'il faut que tout à chacun intègre dès aujourd'hui? Je voudrais rappeler juste une chose, c'est en 2 ans, 9 lois de finances. Ouais. Donc beaucoup de changements. Donc il est difficile d'avoir de la lisibilité. Il s'ensuit, depuis la loi de finances qui a été annoncée, une taxation maximale et une instabilité fiscale optimale aussi. Donc ça concerne l'IR d'abord? Alors ça concerne l'impôt sur le revenu, avec une tranche marginale à 45%. Si on doit rajouter la CSG et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus maintenus, qui a été décidé du temps du gouvernement Sarkozy, si je puis dire, donc on arrive déjà à 64,5. Et puis bien sûr, les 75% au-delà d'1 million d'euros. Mais 75%, on va en reparler juste après, ça va peut-être devenir une base ou un taux qui va s'appliquer au-delà des contribuables qui disposent de plus de 1 million d'euros de revenus. Parce qu'il y a l'autre aspect qui est celui de l'ISF. Bien sûr. Qui là était un des fers de lance du programme socialiste, qui a été un petit peu modéré, on va dire, par le Conseil constitutionnel, c'est ça? Alors le Conseil constitutionnel, lorsque la contribution exceptionnelle sur la fortune a été votée suite à l'arrivée au pouvoir de Hollande, le petit complément qui a permis de faire la jointure entre les deux. En réalité, a permis de rétablir le barème applicable en 2012. Voilà. Donc, et en 2012, bien sûr, on est revenu au même niveau. Alors, on a le Conseil constitutionnel, lorsque le projet de loi de finances du mois d'août 2012 a été voté, a été saisi et il a dit « Ok, j'accepte ce rehausse de barème de l'ISF à une condition. C'est qu'il s'agit de rétablir un dispositif qui permet d'éviter une taxation accrue de l'ensemble des patrimoines pour permettre à ce que chacun puisse avoir une contribution effective par rapport à ses revenus. » Ouais, de ne pas casser l'égalité. Ne pas casser l'égalité, rétablir cette égalité. Et rétablir cette égalité, ça passe par le plafonnement. Alors c'est technique, en gros, ça revient un peu à un système de bouclier fiscal et qui nous donne l'équation suivante. L'impôt sur le revenu et l'ISF ne doivent pas excéder 75% des revenus. Bon. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle. Donc je rappelle qu'en 88, le gouvernement Rocard avait établi ce plafonnement d'ISF, donc ça remonte un petit peu, à 70% des revenus. Là, on est à 75, c'est un peu au-dessus. Mais 75 de quel revenu? Voilà le problème. 75. C'est établi, non? ISF plus IR. Oui, à 75% des revenus. Mais quel revenu? Eh bien, en réalité, il s'agit non seulement des revenus appréhendés par le contribuable et soumis à l'impôt, mais également des revenus qui pourraient capitaliser et qui ne seraient pas nécessairement appréhendés par le contribuable. C'est ce qu'on appelle, donc, ces revenus capitalisés, c'est ce qu'on appelle aussi les revenus latents, c'est ça? Je vous explique très simplement. Tout le monde a un contrat d'assurance vie, c'est le placement favori des Français. Eh bien, les revenus qui sont non touchés dans l'assurance vie et qui capitalisent ne sont pas appréhendés par le contribuable. Eh bien, ces revenus non appréhendés seraient intégrés dans le terme de l'équation pour le plafonnement d'ISF. Je vous donne un exemple simple. L'assurance vie n'échapperait plus à la fiscalité? De fait. Donc, pour ceux qui plafonnent à l'ISF ou ceux qui voulaient bénéficier de ce plafonnement, un exemple très simple. Un couple qui gagne 60 000 euros. Et qui aurait à payer 6 000 euros d'impôt sur le revenu et qui disposerait d'un patrimoine conséquent suite à un héritage ou tout simplement parce que son patrimoine immobilier a fortement cru. On connaît l'évolution du patrimoine immobilier depuis une dizaine d'années. Et donc qui aurait 54 000 euros d'ISF, certains montants conséquents, donc aurait 60 000 euros en tout d'impôt, 54 000 d'ISF plus 6 000 d'impôt sur le revenu, alors même qu'il ne dispose que de 60 000. Il se dit chouette, je vais pouvoir plafonner mon ISF. En réalité, non. Il suffit qu'il ait, par exemple, des disponibilités conséquentes. Supposons qu'il ait 1 million placé sur une SICAV et que cette SICAV a généré 4% de rendement. Il aurait donc 40 000 euros de revenus non touchés, je dis bien, puisqu'il capitalise. Eh bien, ces 40 000 euros seraient intégrés dans la base du calcul du plafonnement. Alors même, précisons vraiment les choses de manière très appliquée, que ces 40 000 euros, ils n'ont pas été touchés par ce contribuable et ils peuvent
disparaître si la SICAV, entre guillemets, se retourne, si les circonstances de marché sont... J'y viens. Pire encore, ils peuvent disparaître. Il suffit de se rendre compte de l'évolution des marchés financiers. Ils ne sont pas acquis. Il suffit que sa SICAV descende, donc l'année prochaine, enfin l'année qui suit, et arrive à une performance négative pour que ces 40 000 euros se soient évaporés. Et pour autant, ils ont été pris en considération dans le cadre du calcul du plafonnement. Donc là, j'arrive à une conclusion simple. Ce n'est pas 75% au-delà d'un million d'euros, c'est 75% pour tous ceux qui pouvaient bénéficier du plafonnement. Et je peux vous garantir que les contribuables qui ont regardé avec attention ce nouveau dispositif sont effrayés, car on en vient à les taxer plus que ce qu'ils touchent réellement. Quand vous détaillez tout ça, on se dit que le Conseil constitutionnel, une fois que nos assemblées se seront mises d'accord, il va forcément retoquer ce genre de... Je reprends les termes du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a enjoint le gouvernement de créer un dispositif en vue de rétablir l'égalité devant les charges publiques. Alors, on peut s'interroger si effectivement, là, il y a une égalité réelle et stricte de tous les citoyens devant l'impôt. Donc, je m'interroge. J'espère que le Conseil constitutionnel, si la mesure est définitivement votée, parce que vous savez, et vous en commentez tous les jours, qu'entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a quelques divergences. Mais si le texte devait être voté en l'état, j'espère que le Conseil constitutionnel nous écoute et se rend compte à quel point on arrive à une pression non seulement désagréable, mais inacceptable. Oui. Il reste quand même quelques placements qui échapperont à cette fiscalité comme ça, permanente sur tous les produits quand même. Est-ce qu'il va y avoir quelques placements un peu à l'écart de tout ça, non ? Les placements, alors pour ce qui est du plafonnement d'ISF, a priori, le dispositif créé par le gouvernement est suffisamment large pour éviter justement d'avoir des placements qui échappent. On s'interroge même, je vais vous dire jusqu'à quel point ça va, sur la fiscalité qui s'appliquerait aux plus-values latentes sur des valeurs mobilières. Donc des placements qui échapperaient au plafonnement, ils sont très rares. Ça ne vous vient pas à l'esprit tout de suite, hein ? Non, ils sont très rares. Benoît Lombard, donc toujours très franc et très précis, associé gérant chez Vital. Allez, restez avec nous, Intégral Placement continue dans quelques instants. Ce sera le journal de l'économie et juste après, nos deux traders sont avec nous pour anticiper la suite de cette séance.